On est deux étudiants de l'ESCP et on a décidé de partir à la rencontre d'anciens élèves de l'école aux carrières internationales et qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui on est à Bali, on rencontre Paul Perronin juste devant moi, qui fait du redéveloppement immobilier. Bali, c'est 365 jours de l'année, hein, même la saison des pluies, ça tourne. Les taux de retour sur investissement sont entre 15 et 20% par an, en net. C'est un peu le paradis de l'investissement immobilier ici, et c'est pour ça que ça marche aussi bien pour nous et pour beaucoup d'autres. J'ai cherché 0 client, on n'arrête pas de me dire faut faire un site web, faut faire de la com. Je dis oui, faire de la com, comme ça on va être encore plus solo qu'avant. Moi j'ai déjà du mal à gérer, on est à la limite du burn-out avec nos 12 projets en même temps. Là. There's only one sheriff in this town, and it's Polo. Et là j'ai fait genre comme ça et j'ai foutu un gros coup. Là on va prendre cet escalier. Ouais, c'est bon, il est. Je viens de leur demander s'il était encore bien, mais en fait il repose encore sur la colonne là. J'aime bien être dans l'opérationnel, être derrière un bureau, ça n'a jamais été une option pour moi. J'avais tellement envie d'être entrepreneur que j'étais prêt à accepter n'importe quel projet d'entrepreneuriat. Et du coup, tu fais cette erreur. On nous avait dit c'est la plus grosse erreur à faire, il ne faut pas faire. Et tu l'as fait quand même quand tu es entrepreneur, parce que tu as tellement cette faim d'entrepreneuriat. Maintenant, ils se foutent de ma gueule en disant que je suis le shérif du coin parce qu'on a récupéré toutes les maisons. Quoi. Vous voulez pas le mettre dans la vidéo, ça? Ça, c'est Paul Perronin, mais tout le monde l'appelle Polo. Il est diplômé de l'ESCP depuis 2009 et après avoir travaillé une dizaine d'années en Chine, il s'est installé à Bali pour créer sa propre boîte Revive. Pour ce deuxième épisode de SCP Global Talents, on a suivi Polo pendant une journée dans sa vie d'entrepreneur à succès sur l'île des Dieux. L'origine de Revive, en fait, au départ, c'est pendant que je bossais dans mon agence immobilière. J'avais un peu d'argent à placer. Je cherchais un bon plan d'une vieille baraque pourrie en plein centre de Canggu, là où tout se passe. Du coup, j'ai trouvé une baraque qui était à côté de la mer, un petit truc minuscule que j'ai retapé. Et c'était ma première expérience de redéveloppement, de rénovation. Et je me suis éclaté, les mains dans la poussière, apprendre à parler l'indonésien avec les ouvriers. J'ai eu un petit flashback de ma jeunesse où mes parents récupéraient des vieilles baraques, les retaper. Et les quelques derniers mois de la réno, on vivait avec les ouvriers. Donc je crois que la poussière, c'est un truc qui est un petit peu déjà dans mon sang, donc j'avais un petit manque après tant d'années. Et une fois que j'avais fait ces 2 premiers projets pendant que j'étais dans l'agence, j'ai essayé de développer un business model qui permettait de faire de la rénovation en gagnant bien ma vie. Et donc j'ai voulu faire un petit peu ce que nous on fait dans les grandes villes, dans nos pays, ce qui est en gros, quand on achète un appartement, on le retape et quelque chose qui était super pourri avant, et quand on est en train de soulever le lino qui a été posé dans les années 50, on découvre un parquet extraordinaire. Moi, je veux redonner de la valeur à des biens qui ont a priori l'air pourris. Donc si tu regardes par exemple ce bâtiment-là, qui a quand même l'air d'une vraie bouse, c'en est une d'ailleurs, je peux vous dire que cette maison-là, qui est là, et cette maison-ci de 2 étages, elle était dans le même état, voire pire, il y a même pas un an. Nos projets typiques où il y a 2 chambres, 2 salles de bain, petit jardin, petite piscine, on les livre en 4 mois. À partir du moment où on a commencé à détruire l'intérieur de la maison, on livrera 4 mois plus tard avec serviettes, petites cuillères, de l'art sur les murs, Airbnb ready, comme on dit, et Instagram friendly, avant que ça se développe dans le coin. Il n'y avait rien à part ce village qui était entouré de rizières, il n'y avait rien d'autre. C'était un quartier musulman, mélange musulman et hindou. Et du coup, on est en train de recréer un peu une vie de quartier qui a beaucoup de charme au final. Et les gens sont attirés parce que dès qu'on les met sur le marché à la loc, ça prend une journée pour que ça soit loué et souvent très cher. Il y a un marché qui s'est développé dans les 10 dernières années à Bali qui n'est pas que la grande villa de luxe ou le backpacker surfeur qui est dans un hostel avec des mythes dans le matelas. Mais il y a aussi un marché qui est un petit peu au milieu de personnes qui veulent découvrir une culture, découvrir une île. Donc voilà, on offre ce petit format qui est en plein milieu de la vraie communauté balinaise et ça plaît. Comme on livre assez vite, on est devenus un petit peu les experts du redéveloppement de ces vieilles maisons parce qu'elles ont été très mal construites, sans permis de construire, par des locaux il y a 25 ans. Fondation, on peut dire des mots comme de merde ou pas du tout? Donc à l'origine, c'est des clients qui te mandatent pour avoir des maisons. C'est ça. En gros, ça a commencé avec moi qui en a refait pour moi et l'intérêt des clients étant là, ils m'ont mandaté pour justement trouver des maisons. Et aujourd'hui, on en a fait tellement, on en a fait 17 en tout. Les gars du quartier, enfin je suis connu comme le loup blanc, donc ils viennent me chercher. Celui que vous avez vu là-bas, sur 2 étages, c'était un ancien surf hostel où il y avait plein de petites pièces, etc.
On l'a transformé en 2 appartements. Et là, on vient de terminer ce projet-ci, qui sont aussi 2 lofts, avec 2 chambres, 2 salles de bain chacun. Est-ce que ça vous va? On prend les motos, l'un de vous monte derrière moi et l'autre prend un scoot et on fait un petit tour des propriétés, les chantiers plus ou moins avancés. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu les différentes étapes de l'évolution de trucs super pourris à un projet terminé. Carrément, ouais, on y va. Allons-y. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Donc ça c'est une vieille maison qui était bien pourrie. Juste pour la petite histoire, au moment où on avait signé le bail devant le notaire avec le proprio, habituellement il nous donne les clés de la propriété au moment où on signe. Et là je lui dis bon et les clés, il me dit ah ben en fait ça fait longtemps que je ne vis plus là, je ne sais plus où sont les clés. Et je savais que la porte était assez pourrie. Du coup ça t'embête pas si je donne un énorme coup dans la porte et machin. Et du coup quand on est arrivé là, je fais genre oh c'est le moment. Et là, je me suis mis comme ça, je dis there's only one sheriff in this town and it's Polo. Et là, j'ai fait genre comme ça et j'ai foutu un gros coup. J'avais peur que ma jambe pète plutôt que la porte. Hein. Je l'ai jamais fait avant. Et du coup, on a appelé le projet le Sheriff's Den, la maison du shérif, quoi. Parce que maintenant, ils se foutent de ma gueule en disant que je suis le shérif du coin parce qu'on a récupéré toutes les maisons, quoi. Là, il va y avoir une sorte de comme une plage qui va descendre de manière assez progressive avec un genre de ciment blanc où l'eau va être un peu comme de l'eau de lagon. C'est-à-dire qu'on peut être un peu allongé, on a l'impression d'être à la plage, donc ça va descendre progressivement et ensuite ça tombera. Et là, on met des bancs dans la piscine pour pouvoir être dans la piscine avec sa bière en rentrant de la plage et profiter du sunset, quoi. Donc là, c'est un peu casse-gueule, donc faites attention. Moi, j'aime bien être dans l'opérationnel. Être derrière un bureau, ça n'a jamais été une option pour moi. Tous les jours, c'est du problem solving. Tous les jours, ils viennent me voir en disant bon, en fait, on a pété un truc, on s'est rendu compte de quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Donc voilà, je suis sur le terrain tout le temps. Et comme on en a beaucoup, je ne peux pas être sur tous les terrains tout le temps. Donc on a pas mal embauché de project managers qui m'assistent et sans quoi la boîte pourrait pas être là où on en est aujourd'hui. Grande clé de l'entrepreneuriat, bien s'entourer, savoir déléguer. Ça a été une grande leçon de vie pour moi cette année, de lâcher un peu le contrôle et de laisser les autres faire. Tout seul, j'y serais pas arrivé. J'ai mis beaucoup de mon âme dedans, mais si c'était pas là, on livrerait encore dans 4 mois, je crois. On fait souvent des chambres qui sont assez petites parce que le but quand on est en vacances, c'est pas d'être dans sa chambre et de mater Netflix, c'est justement d'être dehors à la plage, découvrir les îles. Et quand on est chez soi, à part dormir, on veut être dans notre espace de vie. Donc je garde les chambres et les salles de bain assez petites pour pouvoir garder un espace de vie plus grand. Il y a toujours des faux plafonds dans ces maisons, donc une fois qu'on a cassé le faux plafond, on regarde si la structure est encore saine. Dans ce cas-ci, c'est une structure en bois qui n'avait pas été bouffée par les termites parce que c'était du très bon bois. Et dans ces cas-là, on est ravis. Le bois, c'est quand même une matière principale d'export en Indonésie et c'est une chose importante et on veut la mettre en avant, quoi. Tu les trouves comment tes clients en fait? Ils me trouvent. J'ai cherché 0 client. On n'arrête pas de me dire faut faire un site web, faut faire de la com. Je dis ah oui, faire de la com, comme ça on va être encore plus sous l'eau qu'avant. Moi, j'ai déjà du mal à gérer. On est à la limite du burn-out avec nos 12 projets en même temps là. Arrêtez, faites votre site si vous voulez, mais on ne le met pas en ligne, quoi. Le bouche à oreille a très vite fonctionné. Les gens se sont précipités sur nous parce qu'en plus, on vend à 30% en dessous du prix de marché pour un produit équivalent neuf. Le bien d'origine sur lequel on va se baser, on les touche à des très bons prix parce qu'ils sont pourris et parce que je sais pas pourquoi, je crois que parce que je suis pas mauvais négociateur, quoi. Tout simplement, ça a servi un peu à ça, mon cours de négo à l'ESCP. Hein. En plus de ramener une maison et des quartiers à la vie, on est aussi en train d'essayer de mettre des programmes de recyclage. Plutôt que d'utiliser des parpaings en ciment, on utilise des parpaings qui s'appellent des green blocks, qui sont des genres d'amalgames de matières recyclées, qui en plus ont l'avantage d'être antibactériens, waterproof, etc. Créer des objets en plastique recyclés, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils soient utilisés dans des biens. Ah merde, il pleut! Il y a un gros challenge, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a la saison des pluies à Bali, ça dure 4 mois. Il pleut maintenant, ça va peut-être durer 1 heure et le soleil ressortira au moment du sunset. On apprend à s'adapter. C'est un peu chiant pour la construction, je dois vous admettre, parce que quand on doit creuser une piscine, c'était pas encore le moment de mettre la flotte, on n'a pas encore mis les murs. Donc, Là, on va aller manger avec Polo. Il nous a invités pour un petit repas à midi. La majeure entrepreneuriat, ça a été c'était un choix clé à mon moment de l'ESCP parce que c'était très hands-on. On nous mettait vraiment beaucoup plus en relation avec ce qu'allait être la vraie vie professionnelle et qu'on se détachait beaucoup de la théorie. L'ESCP, de manière générale, a toujours été une école qui mettait beaucoup le doigt sur ce genre de choses, qui était
on fait intervenir beaucoup de personnes qui bossent dans la vie. Les choses que j'avais retenues, c'était que les deux plus grandes raisons de failure des startups, c'était l'équipe, c'est-à-dire les associés que tu choisissais, et le cash flow. Bon, le cash flow, c'est parce qu'on est toujours très mauvais pour anticiper la quantité d'argent qu'on a besoin, parce qu'on est toujours optimiste. On se dit que la boîte va marcher plutôt que la réalité. Du coup, tu n'anticipes jamais d'avoir assez de fric dans le compte en banque pour pouvoir tenir les moments durs au début. Et bon, ça c'est un autre sujet. Mais la partie équipe, j'avais tellement envie d'être entrepreneur que j'étais prêt à accepter n'importe quel projet d'entrepreneuriat. Et du coup, tu fais cette erreur. On nous avait dit que c'est la plus grosse erreur à faire, qu'il ne faut pas faire. Et tu l'as fait quand même quand tu es entrepreneur, parce que tu as tellement cette fin d'entrepreneuriat, tu dis oui à n'importe quoi. J'ai été entrepreneur tout un tas de fois, et tout un tas de fois, ça n'a jamais été des échecs cuisants, mais ça a été toujours un peu tiède. Et c'est le but quand tu es entrepreneur, c'est quand même de revendre ta boîte en fin de compte, ou de générer un cash flow qui est tel que tu la gardes ta boîte et tu vis bien avec. Et en fin de compte, si tu peux la vendre, c'est top. Hein, là, tu fais le gros banco. Bon, j'y étais jamais arrivé. Mais c'est en faisant les erreurs de choix d'associés que je me suis rendu compte que c'était la chose la plus importante quand tu es entrepreneur. C'est de t'associer avec quelqu'un qui vraiment, si c'est ton concept, te suit et est prêt il voit ta vision, il y croit et il est prêt à être investisseur à tes côtés et apporter la matière grise que lui il a, mais de manière complémentaire à ce que toi tu as. Souvent, ouais, dans les premières tentatives d'entrepreneuriat, c'était le truc où il y a too many chefs in the kitchen. En gros, tout le monde veut tout faire, tout le monde veut tout contrôler, et on n'est pas encore prêt à lâcher le contrôle de certaines choses à d'autres personnes qui, de toute façon, le feront mieux que toi. Ça a été un gros challenge pour moi. Je suis un peu un contrôle freak, je m'en rends compte. Et c'est l'endroit où je suis en ce moment avec Revive. Et rien qu'en parlant, ça me donne un peu la chair de poule parce que ça m'a pris longtemps pour y arriver et ça m'a pris beaucoup d'échecs pour y arriver. Et maintenant que j'y suis, c'est très excitant et c'est à cause de ça que je compte pas les heures quand je suis au boulot. Et vous me dites que vous voulez savoir c'est quoi la recette pour arriver au moment où tu es en train de bosser de manière épanouie. J'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui en sortant d'école. Il faut que vous vous armiez de patience, il faut que vous soyez prêts à justement foirer quelques trucs, choisir des boulots, vous aurez des sales boss, où vous allez être beaucoup de désillusions. Mais bon, c'est aussi ça fait partie du voyage. Et aujourd'hui, si tu me poses la question, est-ce que tu voudrais être là où tu es aujourd'hui, mais tout de suite à la sortie de l'école? Je dirais, c'est impossible. Parce que tu peux pas fast-forward les choses. Il faut traverser certaines choses pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais en plus, tu n'as même pas envie de ça. Parce que si je devais refaire les choses, je les referais pareil. Mes années de déconnade, mes années de trial and failure en Chine et à Bali, c'est tout ce qui m'a amené jusqu'ici où je suis aujourd'hui. Et je voudrais être nulle part d'autre, mine de rien. Ça servait pas à rien, ces études, alors qu'aujourd'hui, il y a cette grande tendance de genre les autodidactes, les auto-entrepreneurs, les machins. On n'a pas besoin de faire des études pour réussir. Ça peut peut-être aller à plein de gens. Hein. Moi, je suis heureux d'avoir fait ma prépa, je suis heureux d'avoir fait mes études. Ça m'arrive assez souvent de me rendre compte que j'avais un outil dont je ne m'étais jamais servi parce que je ne savais pas vraiment à quoi il servait. Et qu'au moment où je le redécouvrais, je me disais, tiens, ça n'a pas servi à rien. Ces années à l'ESCP. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas choisi le meilleur moment pour venir à Bali. C'est pleine saison d'été. Comme le client voulait avoir 2 projets, donc 2 appartements, j'ai trouvé une maison de 2 étages, mais on peut avoir une piscine qu'au rez-de-chaussée. Donc il y avait piscine au rez-de-chaussée, il va y avoir des escaliers qui monteront, des escaliers qui vont monter là pour avoir accès au 2e. Et comme il y a une partie du 3e qui a un toit plat, ça m'a donné l'idée de peut-être mettre une piscine en haut. Mais comme c'est des vieilles maisons qui ont été construites il y a 20-25 ans, on doit faire des études techniques assez poussées quand on veut faire des choses un peu plus challenging dans le genre. On n'a jamais juste mis un coup de peinture dans des maisons, hein, ça n'a jamais été de la réno, c'est pour ça que j'appelle ça du redéveloppement, parce que
On casse tous les murs à l'intérieur, on redessine, redéfinit des espaces nouveaux. Sekarang bisa naik ke atas atau tidak? Là, on va prendre cet escalier. Ouais, c'est bon, il est. Je viens de leur demander s'il était encore bien, mais en fait, il repose encore sur la colonne là. On va se passer en premier. Hein. Du haut de mes 95 kilos, si ça s'est pas écroulé, ça va aller, non? C'est une prise de risque. Hein. Ce mec-là qui est en face, il a essayé de me convaincre de prendre sa maison aussi. Et quand on est venu visiter, il était pas là, ça m'a été montré par un des petits locaux qu'on utilise un peu comme un rabatteur de maison. Donc on rentre dans la maison. Et en fait, il est musulman, il vient de Lombok, qui est la ville voisine à l'est de Bali. Et il a 2 femmes. Sa première femme, qui aujourd'hui est un peu plus vieille, est une Australienne. Elle était là, et quand on est rentré dans la maison, elle était là genre What the fuck you guys doing here? Machin, elle était un peu énervée. Elle était là, bah, en fait, on visite parce que vous voulez vendre le bail ou un truc comme ça. Elle était là, genre, je suis pas au courant. Ah, mon mari, il m'a encore fait un truc à l'envers. Jack, il s'est pris une 2e femme jeune qui lui a fait des enfants à Lombok. En plus, maintenant, il fait ce coup-là. J'ai plus ma maison. Et c'était genre, désolé, on reviendra. Donc voilà, ici, ce sera le 2e étage. Il y aura accès. Il y a. Oula. Oh, il y a Bisa Jalan di atas balok saja. Ok, donc il faut marcher uniquement sur les barres là. Ça vaut le coup, la vue en haut, elle va être pas mal. Comme ça, vous voyez? Hop. J'ai confiance dans le bois, parce qu'on a fait des tests s'il n'avait pas encore été bouffé par les termites. Parce que sinon, je serais déjà au 1er étage là. Il faut prendre de la hauteur pour avoir de la perspective, les mecs. Regardez-moi ça. Ça, c'est les rizières qui appartiennent à la famille royale de Denpasar, qui est la capitale de Bali, on va dire. Ici, il y aura une genre de terrasse avec un deck en bois. Ce toit va virer et on va mettre une piscine qui va être en bord de rizière avec une vue à 180 degrés extraordinaire. Un débordement? Non, parce que s'il risque d'avoir des enfants qui débordent aussi dans la rizière, j'ai pas encore pris d'assurance. Si on parle de Bali, Bali, ça a commencé à se développer il y a longtemps. Hein. Déjà, il y a 30-40 ans, c'était déjà un peu à la mode pour les artistes, les surfeurs. C'était très sauvage. Et quand ils ont ouvert l'aéroport international de Denpasar, le développement, comme d'habitude, a commencé à se faire autour de là. Donc, la première zone de développement s'appelle Kuta. C'était des rizières et aujourd'hui, quand on va à Kuta, c'est des malls, des barres d'immeubles, des trucs comme ça. Et ensuite, la mode a continué à remonter la côte. Et Canggu, ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est en très fort développement. Le shift du trend et de l'investissement est venu par ici et va continuer le long de la côte pendant un moment. Bali, c'est 365 jours de l'année, hein, même la saison des pluies, ça tourne. Comme on est dans un endroit du monde où on est dans l'hémisphère sud, on a les Européens qui viennent pendant leur hiver. On a les Australiens qui viennent tout le temps, même le week-end. Singapour, Hong Kong, Chine, tout le monde vient à Bali, c'est un genre de centre où du coup l'île ne dort jamais. C'est pour ça que l'investissement immobilier est aussi intéressant ici, c'est parce que les taux de retour sur investissement sont entre 15 et 20% par an, en net. On retouche ses sous, on est au break-even à 6 ans, grosso modo. C'est un peu le paradis de l'investissement immobilier ici, et c'est pour ça que ça marche aussi bien pour nous et pour beaucoup d'autres, quoi. En gros, la résilience, c'est ça. Lorsque quelque chose se casse, quelque chose te fait mal, quelque chose, lorsque tu as foiré quelque chose, d'avoir la capacité à reconstruire autour de cette cassure pour rendre cet endroit-là plus fort. En fait, il ne faut pas avoir peur de tomber, de laisser les choses se casser parce qu'on veut en fait accumuler de la résilience. Ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est faites l'expérience d'un maximum de choses. N'hésitez pas à tenter des choses qui n'étaient pas forcément la carrière ou une option que vous aviez envisagée au début. Je suis quand même un assez bon exemple de ça. Il suffit d'aller voir mon CV, que d'ailleurs je n'ai jamais construit parce que je ne l'ai jamais envoyé à qui que ce soit. Mes stages ont commencé dans les foires d'art contemporain à la FIAC à Paris. J'ai fait un stage de conseil en strat. Ensuite, j'ai monté une société qui aidait les étudiants étrangers et les jeunes diplômés à trouver des stages en Chine, à Shanghai, où je m'étais installé. Ensuite, j'ai été débauché par le groupe Vranken Pommery Monopole pour ouvrir et gérer la filiale du groupe, importer des vins et des champagnes, les distribuer, faire le branding. J'ai appris plein de choses. C'était de l'intrapreneuriat versus de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est qu'on est en train de monter une boîte au sein d'une plus grosse société. C'était aussi une bonne expérience. Donc après le champagne, j'ai monté une agence de communication en Chine. C'était très challenging parce qu'on ne faisait pas partie de leur culture. Donc la comprendre et pouvoir communiquer auprès d'eux alors qu'on n'était pas vraiment légitime pour le faire, ça a été un gros challenge, mais on a beaucoup appris. Et puis voilà, au bout de 11 ans en Chine, ça suffisait. C'est ce qui m'a fait me déplacer à Bali que, à un moment, j'ai découvert était un endroit qui est attirant, pas que pour les vacances, mais aussi parce qu'il y a une vraie économie, parce qu'on peut faire du business, mais on peut quand même aussi aller déjeuner à la plage.
Se mettre sur sa planche et surfer un coup et revenir au bureau, c'est pas si désagréable que ça.